Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. 0826 300 300, la vérité en face. Bonjour messieurs. Bonjour. On se dit bonjour là pour de bon. Jules Laurent, rédacteur en chef de Frontières. Tout à fait. Et responsable du pôle enquête. Et vous, Mehdi Raïch, vous êtes analyste politique. Tout à fait. Voilà, nous avons le plaisir de vous avoir régulièrement le vendredi pour ce débat de la vérité en face. On va commencer par les retraites, si vous le voulez bien, qui seront soumises au Parlement à l'automne. Le gouvernement reprend la main, vous le savez, après cet échec du conclave. François Bayrou qui annonce ce qu'il appelle une démarche législative pour répondre à toutes les questions posées. Grosso modo, on votera à la rentrée au Parlement, à l'Assemblée nationale. S'il y a des avancées, eh bien les points sur les retraites iront en discussion dans le cadre du budget de la sécurité sociale. Nous a confirmé Marc Fesneau, le président des députés MoDem, au micro ce matin, Sud Radio de Jean-Jacques Bourdin. Moi, je crois comprendre que François Bayrou aussi, préférait qu'il y ait un accord global. Je trouve que ça serait plus puissant. Moi, j'ai tendance à essayer de croire ce que les gens disent, qu'ils étaient prêts à faire un effort et qu'ils étaient prêts à travailler sur cette pénibilité. Et donc, soit il y a un accord global, et auquel cas, c'est une chose beaucoup plus puissante. Sinon, il y a un PLFSS où on peut introduire un certain nombre de ces mesures. Mehdi Raïch, on a dit, il est foutu, Bayrou, c'est fini, il va se faire censurer, il est coincé. Ça y est, c'est reparti. C'est rebooté, on va dire. Je ne sais pas s'il est reparti, mais moi j'ai plus l'impression qu'on perd du temps. Quand la question c'était, dans les petits messages que j'avais échangés hier, c'était en gros, est-ce que François Bayrou arrive à gagner du temps? Mais moi je trouve qu'on perd du temps sur cette question-là, sur la question des retraites. On voit les chiffres de la dette qui augmentent. Je vois pas vraiment politiquement où on va. Je vois pas aussi. J'ai du mal à voir si François Bayrou a une vraie ligne politique. J'ai l'impression qu'on est dans une politique de la notification. Là, on entend, mais pour moi, sur le fond, il n'y a pas vraiment de substance. Sur la question des retraites, on verra bien ce qui se passera au mois de septembre ou au mois d'octobre sur la discussion du budget, mais ça risque d'être très, 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 très tendu. Et le RN attendra forcément aux entournures à ce niveau-là. Donc pour le moment, je ne vois pas trop où on va. Au lieu d'avoir un avis plutôt tranché sur cette question-là, on est toujours dans le en même temps, le fameux en même temps d'Emmanuel Macron. Donc vraiment, je ne sais pas trop où on va, je ne sais pas ce qui se passe. Oui. Je trouve qu'on est vraiment dans l'attente. C'est une politique aussi de l'atermoiement. On perd du temps sur ces questions-là. Est-ce qu'il peut faire autrement, Jules Laurent? Est-ce qu'il peut faire autrement, le Premier ministre? Vous avez vu, c'est le socialiste Arthur Delaporte, le député, qui a dénoncé, il dit, une tentative d'enfumage, et il accuse François Bayrou de gagner. Il peut faire différemment, François Bayrou? Il peut absolument pas faire différemment. Il faut peut-être revenir aussi au péché originel. Vous savez que la dissolution aurait dû, rebattre les cartes, mais finalement, en fait, on se rend compte qu'elle a bloqué le jeu à travers le front républicain qu'on a vu apparaître. Vous savez qu'il y avait des majorités qui auraient pu se dégager à ce moment-là, notamment. On a aujourd'hui une droite nationale qui est complètement sous-représentée au sein de l'hémicycle, et sur bon nombre de sujets, on aurait dû avoir des accords sur un centre-droit avec un barycentre droit. Et ce qu'on n'arrive pas à obtenir. Alors aujourd'hui, François Bayrou, il appartient, vous savez, à ce centre qui essaie de gagner du temps face à deux dynamiques. La dynamique, effectivement, de la gauche, un peu plus radicale, qui est en train de monter en puissance pour 2027, et celle de la droite nationale. Et il constitue aujourd'hui ce centre qui, depuis 20 ans, fait front à droite, à gauche pour essayer de gagner du temps. Donc finalement, il est dans la lignée de ce qu'il propose depuis peut-être sa candidature en 2007, et il peut pas faire vraiment autre chose sur un sujet qui est aussi clivant. Mehdi Raïch, c'est Survivor, notre ami François Bayrou. Et puis il y a aussi un problème qui est peut-être plus structurel, qui est beaucoup plus sur le fond, c'est que aujourd'hui j'ai l'impression que les partis politiques n'ont absolument pas ils savent pas ce que c'est que le compromis. C'est pas une culture politique que l'on a en France. Parce qu'il y a les élections. Oui, mais c'est un énorme problème. C'est-à-dire que sur une question aussi importante que les retraites, puisqu'on parle quand même de l'endettement des futures générations, c'est quand même important. Eh bien, aujourd'hui, on a des partis politiques qui sont uniquement dans des postures qui des fois sont très dogmatiques, des fois très radicales, qui sont des fois et on est incapable de construire dessus. C'est-à-dire que personne n'a des propositions concrètes sur ce sujet. On va plus être dans de la démagogie quand je vois la retraite à 60 ans, à 62 ans, à 64 ans, mais je ne sais pas en fait où on va. Qu'est-ce que vous nous proposez concrètement? Tous les chiffres vont à l'inverse. Donc moi, ça m'inquiète. Et puis il y a aussi une autre ligne que je voulais mettre en avant, c'est que le poids des retraites, il structure aussi les partis politiques dans la manière dont ils vont concevoir leur stratégie. C'est-à-dire que le poids
des retraites, les retraités, ils ont un énorme poids en termes de vote. Tout est stratégie électorale. Mais oui, donc pour moi, on est dans le. Oui, on attend, on fait rien. Jules Laurent, tout est stratégie électorale. Il y a les municipales qui arrivent. On est déjà dans la présidentielle, dans les petits chevaux. Et vous savez, tout est stratégie, et notamment pour le Rassemblement national, qui doit à la fois faire converger, vous savez, tout l'électorat qui travaille, les fameux de 30 à 50 ans qui sont aujourd'hui en train de travailler, et le nouvel électorat qu'il est en train de réussir à avoir, des retraités. Et finalement, sur cette question-là, il y a un point de tension sur le programme qu'ils veulent appliquer. Est-ce que finalement ils vont plus ponctionner, vous savez, ce qu'on appelle les Nicolas qui payent, c'est-à-dire que cette j'en ai marre d'entendre parler de Nicolas. C'est vrai, et pourtant c'est un sujet qui monte et qui est quand même très intéressant. Je comprends l'idée, le concept, mais c'est l'appellation qui me fatigue. Ah, je comprends. C'est un peu trop, c'est suranné maintenant. Oui, ça y est, les Nicolas, maintenant on les sort à tout bout de champ. Exactement. Et finalement, mais je comprends le concept derrière. Il y a ce point de tension dans son propre électorat au Rassemblement national qui fait qu'il est aussi obligé de réajuster sa position. Et par rapport aussi, il faut le dire, en 2 ans ou 3 ans, on a une dette qui ne fait qu'augmenter chaque année. 5 000 euros à la seconde. Alors, voilà. Pardon, Eddy Raïf. 5 000 euros à la seconde. Vous avez vu le chiffre, 3 345 milliards 800 000 euros. C'est stratosphérique. 40 milliards de plus au premier trimestre, 114% du PIB, du produit intérieur brut. Les intérêts de la dette, on est passé à 53 milliards cette année. C'est 8,5 de plus que l'an dernier. J'arrête sur un dernier chiffre, c'est l'estimation Bayrou, mais c'est celle de tout le monde. On sera à 100 milliards d'intérêts de la dette si personne ne fait rien d'ici là. Ça sera le premier poste de dépense. C'est quand même le sujet fondamental. On parle par exemple, vous voyez, Trump est passé à l'OTAN, on nous dit qu'il faut aller à 5% de dépenses militaires, mais on n'y arrivera jamais. C'est impossible. Le premier poste de dépenses de l'État, ça sera la dette. C'est pas une anecdote, c'est factuel, c'est du réel. C'est le nerf de la guerre. Là, c'est le réel qui nous rattrape. Oui. Et on retourne sur le sujet Bayrou, c'est qu'on est dans la gestion de l'usure démocratique. On est dans la communication, mais on n'est absolument pas dans le réel. La réalité des comptes de l'État, c'est absolument catastrophique. Il a prévenu les Français là-dessus, le Premier ministre, pour voler à son secours. C'est pas Merlin conscience. Jules Laurent, c'est pas Merlin l'Enchanteur. Ça va se faire en un jour. Oui, mais il représente aussi un électorat qui veut un statu quo. C'est-à-dire un électorat qui ne veut pas vraiment que ça bouge. Il y a eu quand même un reportage qui a été fait sur le service public, il faut le dire. C'était la semaine dernière sur la question des retraites. Et finalement, on voit qu'il y a beaucoup de ces personnes des retraites qui sont prêts à faire aucun effort, donc ils veulent le statu quo. Donc eux, ils sont obligés de conserver finalement cet électorat-là. Et ils ne peuvent pas avancer cette question, bien qu'ils soient parfaitement au courant et qu'ils le disent dans certaines prises de position, que en fait, tenir comme ça, c'est impossible. Il faudrait que chacun d'entre nous, dans ce pays, règle 48 800 euros. Non, c'est incroyable. C'est compliqué. Non, c'est incroyable. Non, on va arrêter avec ça. L'autre sujet qui est connexe, c'est, vous l'évoquiez à l'instant, Jules Laurent, ce qui se passe au Rassemblement national. La pièce est-elle déjà écrite? Vous avez lu, Mehdi Raïf, j'imagine, l'interview de Marine Le Pen dans Valeurs cette semaine, Valeurs actuelles. Elle demande à Jordan Bardella de se préparer au cas où elle serait empêchée par la justice. Que dit-elle, la chef de file des députés RN et multicandidate à la présidentielle? J'ai intégré l'hypothèse que je ne puisse pas me présenter. Est-ce qu'elle a raison de prendre les devants? Ah bah oui, pour moi elle a raison, parce qu'on ne sait pas véritablement ce qui va se passer avec elle. Je doute qu'elle puisse se présenter, ça sera quand même assez compliqué pour elle. Elle le sait, hein. Elle le sait. Donc maintenant, il faut tout jouer sur Jordan Bardella pour le RN. La question se posera est-ce que Jordan Bardella est crédible? Il est encore assez jeune, 29 ans. On sait qu'une élection présidentielle se joue beaucoup sur l'incarnation. Est-ce qu'il est capable d'incarner cela? Il y a aussi deux différentes lignes qui peuvent incarner au RN. Il y avait plutôt une ligne assez Marine Le Pen qui pouvait être un peu un tropisme, notamment économique de gauche. Là, on voit que le RN essaie de draguer un peu un électorat grand entrepreneuriat. Donc plutôt une ligne libérale, pour moi, plus en aspect libéral qu'autre chose. Classique. On va dire classique. Oui. Donc, il y a plein de questions autour de Jordan Bardella. Par contre, il a un avantage, je trouve, c'est que il casse un peu les codes. Il est plus vraiment sur les médias traditionnels. Il est très présent sur TikTok. Ces TikTok dépassent très régulièrement les millions de likes. Sur les RS, les réseaux sociaux. Voilà, il est très bon sur les réseaux sociaux. Donc il y a aussi cette conception-là à avoir sur lui. Il y a peut-être le fond qui manque encore. Ça, j'en suis convaincu. Mais il peut incarner aussi autre chose, peut-être une nouvelle manière de faire de la politique. Jules Laurent, c'est pas anecdotique, ça. Nous ne sommes pas en train de raconter ce qui se passe au sein du Rassemblement national, parce que je citerai cette enquête, ce sondage Harris Interactive pour l'opinion. Vous savez, c'est la photographie de l'instant. C'est sur le potentiel électoral. C'est ce dont les gens ont envie ou qui pensent, plus du moins, ce qu'ils pensent des candidats. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Et vous avez le tandem dans ce sens-là, Jordan Bardella, Marine Le Pen, loin devant, et puis loin devant, Édouard Philippe, Bruno Retailleau,
Retailleau, Gabriel Attal. Le premier à gauche, c'est Raphaël Glucksmann, qui est 8e à 16 points derrière. Je veux dire par là que ça raconte une envie de quelque chose de la part des électeurs français à 2 ans d'élection. Hein. Bien sûr, le Rassemblement national a deux forces. Premièrement, ils ont 2 candidats de qualité qu'ils peuvent présenter. Tous les partis ne peuvent pas se targuer d'avoir cette chance-là. Et ils ont aussi la chance d'avoir un parti, vous savez, qui a une base enracinée. Finalement, un parti qui, dans tous les sondages, le montre. Que ce soit Jordan Bardella ou Marine Le Pen, finalement, ils voteront pour le parti. Le fait est que Jordan Bardella a effectivement cette casquette de pouvoir élargir, un tant soit peu, son électorat vers une frange un peu plus libérale. Mais ça marche avec les deux ensemble. À la base, c'était conçu de cette manière. C'était un tandem où Jordan Bardella devait aller à Matignon et Marine Le Pen à l'Élysée. Elle a tout à fait raison de prendre les devants, parce que sinon on va lui dire qu'il est en train de la manger, alors qu'elle est plutôt dans une position où finalement elle donnerait la couronne, en train de lui dire je te donne la couronne puisque moi on m'a empêché, le système m'a empêché de me présenter. Mais il faut voir aussi l'échiquier politique dans son ensemble. Tous les partis sont assez fragmentés sur cette question-là. Dans la gauche qu'on appelle de Ruffin jusqu'à Glucksmann, ils n'arrivent pas non plus à trouver de candidats communs. Et là aussi, il y a des exactement. des que ce soit sur le centre finalement entre Gabriel Attal, Édouard Philippe, est-ce que le centre va réussir à s'accorder sur un candidat commun? C'est pas sûr non plus. Bruno Retailleau, il essaie de dégager lui une sorte de couloir entre la droite nationale et le centre. Est-ce qu'il y arrivera? Enfin, l'échiquier politique est aussi assez fragmenté dans son ensemble. Donc c'est pas simplement au RN qui a des problèmes. Oui, pas qu'au RN, hein, vous dites. Mehdi Raich, c'est comme dans le Tour de France. Hein, est-ce que le lieutenant pourra tenir tout seul dans l'Alpe d'Huez? Hein? Là, personne ne peut prédire ce qui va se passer. C'est justement toute la question autour de Jordan Bardella. Il y a aussi un point qui est important, c'est que tu parlais de la gauche qui était fragmentée. Vous vous adressez à Jules Laurent, là. Oui, à Jules. Oui. On voit qu'aujourd'hui, il y a la guerre des chefs. Pour moi, l'élection, elle se fera entre la droite et l'extrême droite. La gauche, pour moi, elle est un peu hors jeu à ce niveau-là. Il y a trop de personnalités, il y a trop de divergences. Alors, il y a Jean-Luc Mélenchon qui peut effectivement incarner, on va dire, qui peut rassembler, mais ça sera pour moi toujours trop parcellaire. Au second tour, ça passera pas. Donc, il y a aussi la question qui se pose pour moi de l'hyper-présidentialisme. Tout se concentre autour de l'élection présidentielle et on est déjà dans l'avant-tour. Ce qui se passera avec les élections municipales sera très important parce que ce sera le premier moment où on pourra juger Jordan Bardella. Donc c'est assez difficile de statuer aujourd'hui sur ce qu'il peut être, sur ce qu'il peut devenir, mais il a une carte à jouer. Une vraie carte. Vous êtes tous les deux très jeunes observateurs, très avisés sur la vie politique de ce pays. Jules Laurent, vous n'étiez pas né, pas conçu au moment de François Mitterrand. Ah, ça c'est sûr. Ouais. Mais vous avez quand même un regard assez concret sur tout ce qui se passe. Vous disiez tout à l'heure, ça se joue à droite. Vous dites ça par quoi? Par conviction ou c'est un constat réaliste sur l'état de la vie politique de ce pays? Si vous faites référence à François Mitterrand, c'est un constat que le piège du mitterrandisme, vous savez, ce fameux Fonds républicain, est en train de s'effriter depuis des années, et c'est la tendance de l'échiquier politique. Quand on voit que quelqu'un comme Éric Ciotti a effectivement tout fait basculer au moment des législatives et s'est allié avec le Rassemblement national, c'est quand même la dynamique qui existe aujourd'hui dans l'échiquier politique et celle qui est redoutée par la gauche, et la gauche que Jean-Luc Mélenchon l'a d'ailleurs rappelé la semaine dernière dans les grandes gueules en disant on a tout fait en sorte pour diaboliser le Rassemblement national, c'était notre stratégie politique pour obtenir le pouvoir, celle qui est issue de Mitterrand. Force est de constater que c'est la stratégie politique qui n'est plus en train de fonctionner, puisque depuis plusieurs années, le Rassemblement national monte en puissance et que beaucoup de personnes, même au sein de LR, seraient un peu différents dans leur discours si jamais c'était un Jordan Bardella qui y allait. D'un mot, Mehdi Raich, avant la pause, vous avez la sensation aujourd'hui que le débat public politique se joue toujours sur des petites courses de chevaux, alors que les citoyens attendent des idées et des solutions pour améliorer notre vie quotidienne. Politique. Oui, les hommes politiques commentent plus qu'ils n'agissent. Tout à l'heure, je disais que François Bayrou était plus acteur de l'usure démocratique, ou du moins qu'il commentait l'usure démocratique. Ouais. On est dans ce schéma-là. Ce qui peut alimenter des populismes, gauche comme droite d'ailleurs, ou même centristes. Sur le RN, il y a quelque chose qu'il faut absolument mettre en avant sur ce parti, c'est qu'il représente une forme de stabilité. Ce que ne sont pas les autres partis politiques aujourd'hui. Le RN peut sembler assez monolithique. Ce qui est une force aujourd'hui dans
dans un champ politique. Calme, c'est ça? Voilà, ils paraissent assez calmes. Et le fait que Marine Le Pen prenne cette initiative de dire il peut prendre la relève, ou du moins je peux le positionner pour la future élection présidentielle, ça permet de mettre sous le tapis des éventuelles dissensions. À la différence des autres partis qui, eux, seront dans la guerre des chefs. Ce qui est aussi un paradoxe chez le RN, c'est que le RN peut être à la fois... Il y a une lame de fond, on voit, tu parlais de droite nationale, effectivement, il y a une lame de fond qui arrive, on a un besoin de la population au niveau du RN, mais il y a aussi l'équilibre qu'il faut avoir avec la personnalité de Jordan Bardella. Donc il y a tout un personnage à construire, et il va devoir beaucoup travatravailler dans les 2 ans qui viennent. Allez, dans un instant, nous allons évoquer le débat public, justement, à la suite de ce que nous échangeons là sur la vie politique. Est-il en train de verser, c'est pas nouveau, dans une forme de bashing permanent? Nous évoquerons la une de Frontières avec vous, Jules Laurent. À tout de suite, 0826 300 300 pour la suite de la Vérité en face. Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Aquin. Avec nos 2 débatteurs, Mehdi Raïch, analyste politique, et vous, Jules Laurent, rédacteur en chef de Frontières, responsable du pôle enquête. Jules, Frontières qui est à paraître le 3 juillet. Le 3 juillet. En kiosque. Exactement. Exactement. Donc un numéro qui, vous savez, on parle beaucoup. Oui, non, allez-y. Dites-moi, on parle beaucoup dans l'actualité de Pierre-Édouard Stérin, de Vincent Bolloré, vous savez, tous ces milliardaires qui financent la droite. Donc on a le service public qui fait des enquêtes sur eux. Et finalement, allusion au cache investigation qui a eu lieu. Voilà, c'est ça, où on n'a pas appris finalement grand-chose. Parce que vous, la une, c'est Niel, Saadé, Kretinsky, les oligarques, vous les appelez, c'est pas tendre, ces milliardaires qui financent la gauche. En quoi financent-ils en réalité la gauche? Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est très exact ça. Ah si, c'est tout à fait exact, c'est-à-dire que les Français ne sont pas toujours au courant parce qu'il y a très peu d'enquêtes qui ont été faites, mais pourtant ces 3 milliardaires-là, qui sont effectivement assez proches du pouvoir, c'est pour ça qu'on les appelle les oligarques, ces 3 milliardaires ont œuvré depuis des années à financer beaucoup de médias de gauche. Je prends par exemple un exemple très très simple, Daniel Kretinsky a donné il n'y a pas si longtemps 15 millions à Libération, alors que par exemple, il y a quand même un paradoxe qui aurait pu être soulevé, c'est que Daniel Kretinsky, vous savez, il a fait sa fortune dans le charbon et dans le gaz. Il a probablement le pire bilan carbone de toute l'Europe. Mais pourtant, là, Libération n'a pas de problème à recevoir cet argent-là. Pour bien comprendre, Jules Laurent, si ces milliardaires-là, quel que soit le bord, ne finançaient pas les médias, que deviendraient aujourd'hui les médias en question? Est-ce que vous avez un élément de réponse là-dessus? C'est toute la question qui est posée. Ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup de journaux comme Marianne qui ne pourraient pas survivre. D'autres, il y a tout un panel, Brut et autres médias qui sont de gauche, qui n'arriveraient pas à survivre sur cet argent des milliardaires. Mais alors, c'est là que c'est intéressant, c'est parce que, vous savez, il y a une critique des ultra-riches au sein de la gauche, au sein de médias. Bon, je prends par exemple Loopsider, Brut, ça sont des médias digitaux pour les gens qui nous écoutent, qui sont souvent critiques du capitalisme et qui pourtant vivent grâce à cet argent du capitalisme. Donc c'est un paradoxe qu'il faut soulever, qui est intéressant, parce qu'on a des personnes comme... Qu'est-ce que vous dites, que ces médias-là seraient ingrats, ou c'est plutôt rassurant de savoir... Ou alors, ce serait plutôt rassurant de savoir que les fortunes en question, malgré tout, peuvent aider, financer des médias qui ne seraient pas forcément en adéquation avec le modèle qu'elles incarnent. Alors, tout à fait. L'idée, elle est absolument pas d'aller, en plus de ça, critiquer des milliardaires qui ont réussi, en plus de ça, en ayant des parcours assez impressionnants, comme Rodolphe Saadé. Mais l'idée, elle est surtout d'aller montrer qu'il y a des hypocrisies, finalement, au sein des médias de gauche qui, en permanence, font de l'anti-Bolloré, font de l'anti-Stérin. Simplement, nous, on leur dit, mais attention, vous aussi, vous avez des milliardaires à gauche. Vous aussi, vous avez des personnes qui vous financent. Et vous avez aussi des millionnaires qui vous imposent. Vous avez un milliardaire derrière Frontières ou pas? Ah, nous, on n'a pas de milliardaire derrière Frontières. C'est réel, parce ce qui nous permet notre liberté. Il peut y avoir une enquête sur qui finance Frontières. Alors attention. Là, c'est très très simple. Tout est ouvert et nous ne trouverons aucun milliardaire. C'est ce qui fait notre force. Mehdi Raïch, ce regard sur, au fond, ce système médiatique qui fait l'objet de bashing aujourd'hui. Mais... est-ce qu'il y a vraiment un sujet majeur là-dessus? Parce qu'au fond, les rédactions sont assez, on le voit d'ailleurs avec Libération, elles sont assez indépendantes. Le Monde, même vis-à-vis de Xavier Niel, notamment, pour citer que lui, il n'est pas seul. Oui, il y avait mais le Monde, quand il avait voulu racheter un journal, ça s'était très mal passé, qui avait fait grève, donc finalement il n'avait pas pu le faire. Donc la Provence. La Provence, merci. La Provence, oui. La Provence. Donc moi je trouve que c'est une nécessaire hypocrisie. Je formulerai comme ça, c'est que c'est autant quelque chose que l'on doit critiquer, puisqu'effectivement, quand des milliardaires qui ont une puissance absolue, financière, peuvent investir dans des médias, ils peuvent influencer le débat public,
mais c'est aussi nécessaire puisqu'il faut faire valoir des idées. Et c'est parce qu'il y a le choc et la confrontation des idées, on est vraiment dans une optique très démocratique, mais il faut absolument cette confrontation, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, des fois dans des idées même très radicales, elles ont la nécessité de s'exprimer. Il faut qu'elles s'expriment pour qu'ensuite le citoyen, il soit en capacité de décider ou pas. Il faut qu'il soit brevet de cette information. Ensuite, toute la question sera celle du traitement, de l'indépendance du journaliste. Là, c'est encore autre chose. Et surtout, on tombe sur la problématique que l'on a eue avec l'intervenant du baisse du niveau scolaire de l'éducation. Oui. Le principal souci, c'est qu'aujourd'hui, il y a une baisse de l'éducation, il y a une baisse du rapport à l'esprit critique, ce qui amène potentiellement des dérives. Mais là où le sujet devient très très intéressant, c'est qu'il y a effectivement cette question de l'argent, c'est-à-dire que ces médias qui critiquent les ultra-riches, mais qui sont quand même financés par. Mais surtout, il y a des millionnaires comme Mathieu Pigasse, des personnes qui ont un projet idéologique. Lui, vous le mettez pas dans il les... n'est pas milliardaire. Non, c'est pour ça. Nous on parlait. Je ne suis même pas sûr qu'il soit millionnaire d'ailleurs. Si, ça je vous le garantis. Il est millionnaire. Mais c'est quelqu'un qui, par exemple, finance Libération et qui lui exprime qu'il veut mettre. Lui finance Nova et les Inrocks. Hein. Exactement. Mais il a mis aussi de l'argent dans Libération. Et il explique qu'il veut également mettre tous ces médias contre ce qu'il appelle la droite radicale et contre ce qu'il exprime être la. Je trouve ça de bonne guerre. Je trouve ça de bonne guerre, aussi bien à droite comme à gauche. C'est de bonne guerre, vous dites, Mehdi Raïch. Sur le débat qui verse beaucoup dans le bashing aujourd'hui, je voudrais vous faire réécouter Rachida Dati, qui était au micro de Jean-Jacques Bourdin hier matin sur Sud Radio, la ministre de la Culture. On va pas refaire le pitch, mais qui est revenue sur son altercation avec Patrick Cohen sur France 5. Écoutez la ministre de la Culture. Ce qui est regrettable, ce qui est regrettable, c'est évidemment la manière dont parfois on m'interroge ou on me caricature. C'est insupportable. Donc voilà, on aimerait me mettre dans une case. Ça leur déplaît. Je ne suis pas dans la case qu'ils ont dans leur tête. Je ne serai jamais dans leur case. Je ne suis pas une serpillière. Je ne suis pas une serpillière, dit-elle. Elle ne veut pas être maltraitée, elle ajoute même dans cette interview. Mehdi Raïch, aujourd'hui, vous diriez que, et ça sera la conclusion entre nous trois, vous diriez que ça va trop loin désormais. Ça a toujours existé, hein. Ça a toujours existé, mais ce qui a changé, c'est l'accélération des choses, la massification avec les réseaux sociaux. Oui, il y a la massification, on est aussi totalement bombardé d'informations, il y a l'infobésité, mais il y a, moi j'ai par exemple, sur Rachida Dati, mais je pense qu'elle est aussi très symptomatique de quelque chose, c'est qu'elle en a profité de ça. Moi, je me souviens qu'à la fin de chaque élection, lorsqu'il y avait un plateau télé sur France 2, TF1, à chaque fois Rachida Dati passait, et sur les réseaux sociaux, on appelait ça le Dati Show. Il y avait ce besoin d'être dans le clash. Et aujourd'hui, pour le politique, c'est tout autant une manière d'exister, puisqu'on est bombardé d'informations, finalement, le fond, on l'a plus vraiment. Donc il y a ce besoin d'exister. Donc pour moi, c'est de bonne guerre aussi bien côté journaliste. C'est de bonne guerre, vous dites. Hein, oui. Et Jules Laurent qui a pris des photos pendant l'interview dans le studio parce que vous allez communiquer ensuite. On est jeune. C'est une machine infernale, Jules. Vous avez le mot de la fin. Vous avez le mot de la fin. Allez. Moi, ce que je pense surtout, c'est que Patrick Cohen est quelqu'un qui se croit assez intouchable finalement dans sa façon de questionner. Rachida Dati lui a retourné un argument qu'il utilise régulièrement en citant des papiers de Libération. Et je pourrais même aller plus loin en disant que c'est également Mathieu Pigasse qui finance Media One qui finance C'est à vous, donc la boucle est bouclée. C'est infernal. Allez, on pourrait y passer des heures. Merci à tous les deux, Jules Laurent, le rédacteur en chef de Frontières, et l'analyste politique que vous êtes, Mehdi Raïch, d'avoir participé à ce débat très vivant. Merci, c'est la fin de La Vérité en face. Dans un instant sur Sud Radio, les médias avec Valérie Expert et Gilles Gansman. Merci.